Nous avons le plaisir de passer ce moment avec deux interlocuteurs, deux intervenants, Matt Laoguiton et Mathieu André, exactement dans ce sens-là. Donc je vais les présenter. Donc Matt Lao, toi tu es un passionné par le patrimoine oral de la Haute-Bretagne en général. Tu as plein de cordes à ton arc. Tu es collecteur, chanteur, violonneux et joues d'harmonica et de guimbarde, c'est bien ça? Et tu as un grand intérêt pour la culture de Haute-Bretagne. Ça t'a amené à t'intéresser de très près à la langue. Et il y a quelques années, tu as mené pour l'association Chubry tout un programme de collectage du galop. Ça t'a amené à côtoyer des locuteurs natifs, ça t'a donné une solide connaissance de la langue et aujourd'hui tout ça te permet d'intervenir en tant que formateur en cours du soir, stage, formation professionnelle et tu animes également aussi des émissions en galop pour Plume FM. Voilà pour toi. Et Mathieu André, donc Mathieu, toi tu es enseignant depuis une dizaine d'années dans l'éducation nationale en filière bilingue en tant que professeur d'histoire-géographie en breton. Tu exerces dans le Nord Finistère. Et par ailleurs, c'est la troisième année là, que tu donnes des cours du soir en tant que formateur au sein de la ficellerie donc à Rostronin, pour celles et ceux qui en ont entendu parler. Il se trouve que toi, tu as aussi appris le breton en cours du soir. C'est bien ça aussi ton expérience, avant de faire une formation longue pour adultes. Voilà, et bien on va vous écouter l'un après l'autre pour un temps très chronométré, mais je compte sur l'appui de Bertrand pour veiller au temps. À vous. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer de tenir dans les temps. C'est pas mon fort d'être organisé, d'être très carré, mais bon, on va essayer de voir ce que je peux faire. Donc mon témoignage aujourd'hui en tant que... j'ai envie de dire que je suis quelque part simple militant avec quelques bagages de collecteur, avec des approches un peu de sociolinguistique. Je suis, on va dire, un passionné éclairé. Et donc, le parcours d'un passionné qui fait que des fois, on peut avoir des connaissances assez pointues dans certains domaines et puis avoir quand même des fois des lacunes sur d'autres. Donc, je ne suis pas un universitaire, c'est ça que je vais vous dire. Ce qui m'a amené à enseigner le galop, il y a eu plusieurs expériences qui ont été assez marquantes pour moi. Bon, je vous passe tous les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se sont jouées au moment où je suis arrivé à la fac. D'une part, j'avais déjà commencé le collectage, j'avais déjà pris conscience de la culture de ma famille ou de la région d'où est issue ma famille. J'avais bien conscience que on n'était pas en Basse-Bretagne, parce que j'avais ma marraine qui était en Basse-Bretagne et je voyais bien que là-bas ça parlait breton, les anciens parlaient breton entre eux et que ce n'était pas le cas chez nous. Je voyais bien qu'on n'était pas du tout dans la même culture, donc j'avais déjà eu cette conscience-là. Et j'avais commencé à faire du collectage, j'ai été initié au collectage par Régis Offray, donc forcément vous imaginez bien que ça vous initie au galop quelque part. Régis Offray, c'est lui qui a fait le petit Matao et puis plusieurs ouvrages comme celui-ci. Donc quand je suis arrivé à la fac, j'avais vraiment une grande motivation pour apprendre le galop, sauf que je suis arrivé pile poil le moment où il n'y avait plus de cours de galop. Il y a eu un moment où il n'y avait plus d'options de galop et elle est revenue après que je sois parti à la fac. Ils ont fait exprès pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Du coup, j'avais quand même envie d'apprendre le galop, mais à l'époque où je suis arrivé, on a du mal à se rendre compte. J'avais parlé un peu comme un vieux, un vieux soldat, mais c'est pas grave. À l'époque où je m'y suis intéressé, on n'avait même pas de dictionnaire de galop. Le petit Matao n'était pas encore sorti. Il est sorti en 2008, je crois. Sur Internet, on n'avait pas du tout les mêmes ressources qu'à l'heure actuelle. Et pour apprendre le galop, il fallait aller à BU, ressortir les grands livres de l'Albraham, l'Atlas linguistique de la Bretagne romane, de l'Anjou et du Maine. Il fallait vraiment être très motivé. Donc j'ai passé beaucoup de temps à dépouiller l'Albraham, à aller voir ma grand-mère, à lui demander, à comparer les mots qu'elle connaissait avec ce que je trouvais dans l'Albraham, et puis aller voir des amis de ma grand-mère, aller voir des anciens sur la commune, pour essayer d'apprendre le galop le plus par moi-même. Il y avait bien sûr quelques glossaires, quelques débuts de dictionnaire, dont le moitié qui avait été fait par Bertrand, mais on n'avait pas de dictionnaire complet, on va dire.
Donc il y avait ça, pas de cours de galop, donc il y a eu quand même l'envie. C'était un manque que moi j'ai ressenti et je me suis dit si un jour j'arrive à avoir le bagage suffisant, voilà, j'aimerais pouvoir enseigner le galop de telle ou telle manière, la manière dont moi j'aurais voulu l'apprendre. L'autre chose qui a été une courte expérience, mais qui a certainement eu un impact sur mon envie, c'est que quand j'étais à la fac, j'ai fait un remplacement. On m'a demandé de faire un cours de galop auprès de lycéens en terminale, des terminales qui avaient choisi l'option galop. C'était au lycée La Fontaine des Eaux à Dinan. Et j'avais pas vraiment le bagage et ça a été une année assez catastrophique pour moi. Ça a été une très très mauvaise expérience et ça m'a vraiment donné envie d'une part d'avoir le bagage et puis comme ça passait par l'association des enseignants du galop, on passait beaucoup par des textes et c'était beaucoup de lecture de textes et après de commentaires de textes et j'avais vraiment envie de passer beaucoup plus par l'oral que par l'écrit dans l'enseignement. Et puis autre chose, avant d'arriver parce que j'ai fait une fac de breton, du coup, et avant d'arriver à la fac de breton, j'avais commencé une première année de fac de musicologie et j'avais choisi breton en option. Et quand j'avais pris breton en option, j'ai été formé par la méthode Ulpan. Je pense que plusieurs d'entre vous doivent connaître. Et ça m'a vraiment, ça m'a marqué cette méthode-là parce que c'est vraiment une méthode qui changeait de tout, c'est très différent de tout ce que j'avais vu jusque-là parce que on accentuait beaucoup plus sur les formes orales, sur les formes dialectales. Alors c'est pas exhaustif, mais je crois que c'est assez proche de plutôt Trégor et Centre-Bretagne, Trégor, je crois. Voilà. Et ça m'avait marqué, non seulement pour les formes dialectales, mais également pour les formes orales. Et puis on passait beaucoup par l'oral dans l'apprentissage dans le Ulpan. Et ça m'a vraiment donné très envie d'essayer de proposer quelque chose un peu similaire. Pour ce qui a été vraiment de l'enseignement, moi je m'y suis mis, alors donc comme le disait Lydie, quand j'ai commencé à Chubry en 2008, et au début j'étais donc engagé pour faire du collectage de galop, aller voir des anciens, être payé, aller voir des anciens à droite à gauche à travers la Haute-Bretagne pour enregistrer du galop, et puis après transcrire tout ça, c'était quand même assez formidable, et je peux vous dire que c'est sacrément formateur. Donc, quand vous collectez du galop d'Ancenis jusqu'à Saint-Brieuc et de Questembert jusqu'à Fougères, vous commencez à voir, même sans le vouloir, vous emmagasinez forcément un nombre de connaissances, une très bonne connaissance sur le galop et surtout sur sa diversité, sur les formes qu'on va trouver à droite, à gauche, etc. Et donc, quand je suis arrivé à Chubry, j'y suis resté jusqu'en 2015. À l'époque, il y avait eu l'organisme de formation STUMDI qui avait voulu mettre en place une formation professionnelle au galop. Et pour ça, il s'était rapproché de différentes assos du galop. Alors, il devait y avoir Burton Galaise, il devait y avoir Dihun, l'association des enseignants du galop et Chubry. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Et donc, l'idée, c'est... Ah oui, pardon, Burton Galaise, je n'avais pas cité Burton Galaise, pardon. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, enseigné. C'est une formation, formation professionnelle à temps complet, donc c'est 5 jours par semaine et pendant 3 mois. Et donc là, ça a été, avec Nanon qui est là, qui est ma collègue maintenant à Plume FM, on a cravaché pour mettre en place des cours et enseigner. Ça a été hyper formateur. On s'est fait vraiment, là, on s'est créé vraiment des bagages, des outils. Ça a été assez sportif. Ça a été, j'en ai un souvenir, c'était assez quand même très très sportif, mais c'est vrai que ça a été sacrément formateur comme expérience. Suite à ça, donc j'étais à Chubry et il se trouve que la formation à STUMDI n'a pas été reconduite. Et je me suis retrouvé avec, on pourrait dire, un peu un savoir-faire, un bagage, des outils, et l'envie, surtout une envie assez importante de transmettre. Et donc, on avait commencé à mettre en place des cours du soir à Chubry. Et donc, au moment où j'ai commencé à enseigner et mettre en place un peu ma propre méthode, parce qu'il n'y avait vraiment aucune méthode à l'époque, se sont posées plein de questions. Voilà. Donc, moi, ma volonté, c'était de transmettre un galop tel que j'avais pu l'observer en collectage, loin de, j'ai envie de dire, un peu de toute idéologie sur ce à quoi devrait ressembler le galop. C'est vraiment
Parce qu'en plus, à collecter le galop, non seulement j'avais une bonne connaissance à voir les anciens, mais on développe aussi une sacrée connaissance. Je pense que Jessica, qui travaille à Chubry, pour me dire la même chose, on développe aussi une sacrée connaissance du corpus autour du galop, parce que vous collectez telle ou telle forme, et puis vous dites, mince, est-ce qu'on connaît ce mot-là? Alors on va chercher dans tel glossaire, etc. Et on finit par avoir une très bonne connaissance du corpus, et ça vous crée aussi des outils. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu mettre en place un peu ma propre méthode en mettant, en étant le plus proche possible de ce qui avait été observé. Et forcément, ça pose un tas de questions. Tout premièrement, la question qu'on me pose souvent, mais c'est une question que moi-même, je ne me suis pas beaucoup posée, mais à laquelle il a fallu que je réponde, c'est savoir quel galop j'allais enseigner. Parce qu'on dit, bah oui, mais c'est le galop de Rennes, le galop de Saint-Brieuc, le galop de... Et c'est vrai que moi, ce n'est pas du tout une question que je me suis posée, parce que depuis le parcours que j'avais avec le collectage, tout ça, j'ai toujours vu les langues plus comme des, j'ai envie de dire, ça peut-être pas les bons termes, mais comme des variables que comme des standards. C'est-à-dire plutôt que de dire, c'est toujours la question quand on commence à enseigner, vous avez forcément toujours la même question, c'est comment on dit tel mot en galop. Et en fait, il y a rarement des réponses simples. Il y a toujours des réponses complexes. Et c'est vrai que des fois, pour les apprenants, ça peut être un peu déroutant. Parce qu'ils ont une question, ils veulent une réponse. Sauf que les choses se passent rarement comme ça. Et donc, des fois, il y a un mot, mais bah oui, alors ça dépend en plus de la manière de prononcer, d'où est-ce que tu es, etc. etc. J'ai préparé quelques slides. Ok, il me reste 5 minutes. Bon, on n'est pas... Bon, on va essayer de faire vite. Donc voilà, comment transmettre le... Oui, je veux bien, ouais. Voilà. Donc comment transmettre une langue qui n'est pas standardisée? Déjà, il y avait des outils qui existaient déjà préalablement à ces cours-là. Il y avait forcément l'écriture, toutes les écritures qui ont été mises en place pour décrire le galop. Je ne parle pas des écritures qui cherchent, des glossaires qui cherchent à décrire le galop tel ou tel endroit, vraiment des écritures qui cherchent à développer le galop, à décrire le galop dans sa globalité, ont forcément mis en place ce qu'on appelle un système unifiant. Parce que forcément, on se retrouve avec tu peux mettre la numéro 1, on se retrouve avec différentes formes. Si on prend un mot aussi simple que moi, vous voyez, alors tout en haut, je l'ai écrit de manière unifiante, j'écris MAE, mais avec d'autres écritures, ça va être écrit MAI. Et en fait, ça ne représente pas un son, ça représente, on va dire, une variable, qui fait que d'un endroit à un autre, on pourra dire ma, mais ou maï. Ouais, alors là, je ne sais pas si dit tout ça. Voilà, ma, maï, mais ou mais. Et si on prend un mot comme la pluie, qu'on va écrire la pied, eh ben, si vous avez les deux L, ça veut dire que vous pouvez le prononcer plé ou pied. Mais si vous prenez les EE, ça veut également dire qu'on peut le prononcer e, ei, aïe ou œil. Donc ça veut dire que si vous combinez, si vous arrivez à faire une combinaison de tout ça, ça veut dire que théoriquement, le mot plé peut se prononcer de 8 manières différentes. Donc forcément, quand vous enseignez une écriture unifiante, ça reste un outil assez intéressant. Parce que vous ne pouvez pas donner les 8 formes, mais c'est toujours intéressant, par contre, de transmettre, de dire toutes les différentes manières de prononcer. Par contre, une écriture unifiante ne peut pas tout unifier, forcément, parce qu'on se retrouve avec des fois des mots différents d'un pays à un autre. Alors, tu peux mettre la deuxième slide. Si je veux bien. S'il te plaît. Si j'arrive à m'en sortir. Voilà. Ou alors, vu qu'il n'y a pas le temps, tu peux mettre directement la 3. Voilà. Par exemple, ça c'est typique, ça c'est très représentatif des difficultés qu'on peut avoir et de ce qui va être fait dans les différentes approches de l'enseignement. Par exemple, pour dire ça c'est à moi. Vous avez vu, il y a quasiment toutes les îles-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, une bonne partie des Côtes-d'Armor et du Morbihan qui va dire ça. Comme en français, ça ou cela. Donc on va dire ça, c'est Ama. Et mais vous voyez également que dans une partie des Côtes d'Armor, on a là. On va dire là, on ne va pas dire ça, c'est Ama, mais là est Amaï. Du coup, quand vous enseignez, qu'est-ce que vous enseignez?
vous avez une forme très majoritaire, qui va être la même qu'en français quasiment. Moi, je vais enseigner celle-ci. Si j'ai des gens qui sont originaires du coin des Côtes d'Armor, je vais leur dire, bien entendu, que chez eux, c'est comme ça que ça va se dire. Mais on se retrouve aussi avec dans certains enseignements, on va privilégier systématiquement la forme qui va être différente du français. Et on se retrouve aujourd'hui il y a un gallo standard qui est un petit peu en train de se mettre en place, ce qui n'avait pas du tout lieu, ce qui n'existait pas du tout quand moi j'ai commencé à apprendre le gallo, c'est vraiment en train de se mettre en place aujourd'hui. Et c'est marrant parce que sur un exemple comme celui-ci, on se rend compte que c'est des formes qui sont toujours différentes du français qui vont systématiquement s'imposer. Donc moi, ça me pose un peu problème d'apprendre à des gens, quand j'ai un cours sur le pays de Rennes, d'imposer une forme qui n'est pas du tout celle du coin. Donc moi, c'était vraiment, mon approche, c'était celle-ci. Il te reste 1 minute. Ouh là là, on est mal. Donc voilà, la question c'est toujours pareil, quand vous avez différentes formes, quelle forme enseigner? Et surtout, moi, ma question, c'est au nom de quoi j'imposerais telle ou telle forme? Je vais peut-être passer directement au cas de figure, parce que du coup, à force d'enseigner, enfin à longue d'enseigner, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs cas de figure. Je peux me retrouver, moi, en tant qu'enseignant, enseigner à des gens qui ont déjà une connaissance. Alors, le mieux, c'est vous avez un groupe de retraités ou de pré-retraités, souvent des gens qui ont déjà une connaissance du gallo de famille. Bon, là, vous avez, il y a quasiment qu'à les nourrir. Ils ont déjà ils savent déjà teinter le gallo pour avoir la couleur locale, on va dire. Mais quand vous avez affaire à des gens qui sont issus de différents endroits, dans un atelier, le mieux c'est sur Rennes, vous avez des gens d'un peu partout, je cherche le plus possible à... Alors là, ça demande à l'enseignant d'avoir quand même une bonne connaissance générale, à toujours donner des outils à droite à gauche, dire « Ah oui, mais toi, tu es de tel coin, alors bon, tu vas pas dire ma, tu vas dire maille », etc., etc. Donc j'essaye toujours d'aider les gens pour teinter, on va dire, leur gallo. Je ne sais pas si c'est le bon terme, teinter, et essayer de donner une couleur à leur gallo qui serait plus proche de ce qui serait parlé chez eux. Ça demande, pour les étudiants, des fois, il faut le reconnaître, ça demande pour les étudiants d'être sacrée implication. C'est pas la forme la plus simple pour enseigner, vraiment, mais ça demande aussi alors, je passe beaucoup par l'oral, donc par des phrases à répéter, parce que c'est ce qui m'a pas mal inspiré Ulpan. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de phrases qui restaient en tête, le fait de répéter, donc j'utilise beaucoup ça. Mais quand vous avez une forme du Morbihan, que vous êtes du Morbihan, et que tout le reste est de l'Ille-et-Vilaine, et que vous êtes obligé de répéter avec votre forme locale, alors que personne ne dit la même manière, ça demande quand même une sacrée implication dans l'apprentissage, l'acquisition de son gallo, on va dire. Voilà. J'aurais encore plein de choses à dire, mais j'imagine que j'ai plus le temps. C'est fini. Pardon ? Et on aura un petit temps de questions après, où je pense que ce que tu n'as pas pu développer là pourra venir. Est-ce que je peux montrer une dernière slide ou pas ? Je peux montrer une dernière slide ? Ah, pardon. Ouais, la toute dernière. Parce que du coup, il y a un cas de figure qui, moi, en cherchant à transmettre un gallo, en respectant la diversité du gallo, qui me pose problème. Enfin, c'est pas que ça me pose problème, mais je trouve qu'il n'y a pas de réponse simple à ça. C'est quand vous enseignez à des gens, et c'est de plus en plus le cas, des gens qui n'ont aucun lien avec le gallo, aucun lien familial, ou qui sont des gens qui ne sont pas du coin. Du coup, la plupart du temps, lorsque je vais dire des phrases, forcément, moi j'ai ma manière de parler le gallo, je vais dire des phrases. Généralement, je me rends compte que c'est mon gallo qui vont répéter. Et puis, comme le but aussi d'un cours de gallo, c'est aussi de préparer des gens à pouvoir parler en dehors du cours, je me dois de leur transmettre quelle forme ils vont entendre à l'extérieur. Alors, par exemple, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est du Morbihan, je vais lui dire, oui, il faut aussi que tu saches qu'en Ille-et-Vilaine, on ne va pas dire « tic tu dis », pour dire qu'est-ce que tu dis, mais tu pourras entendre « cac tu dis ». Donc ce qui va être considéré comme étant, voilà, éventuellement tu pourras entendre ça, ben là, dans le cas quand je vais te dire, par exemple, voilà, aujourd'hui, parmi les néo-galaisans, c'est telle forme qui va s'imposer, généralement c'est cette forme-là que les gens vont retenir. Je parle bien des étudiants qui n'ont aucun ancrage par rapport au gallo. Et donc, mine de rien, malgré moi, je me rends compte qu'il y a une sorte de standardisation de la langue qui se met en place,
Des fois, ça me fait un peu suer, mais on passe par là. Ça me pose des questions. Je n'ai pas forcément les réponses à ça. Je vous ai mis cette carte-là parce que, par exemple, on a le Ti pour dire qui que tu dis. Vous voyez qu'il est surtout utilisé à l'ouest, dans le Morbihan-Gallo, un peu dans le sud, sud Côte d'Armor. Et ailleurs, ce n'est pas du tout ces formes-là. On a deux cas que c'est que tu dis. Il y a plein de formes. Et là, aujourd'hui, clairement, chez les néo-gallisans, j'ai envie de dire quasiment 100% des néo-gallisans vont utiliser la forme du Morbihan-Gallo. Et ça, quand vous enseignez et que vous avez affaire à des gens qui ne parlent pas du tout gallo, malgré vous transmettez ces formes-là. Voilà. Donc c'est plus une question, je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est des questions que je rencontre en enseignant le gallo. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu décousu, parce que mais j'espère que ça vous aura... Voilà, c'est juste un simple témoignage de mon expérience. Merci Matlaou, et merci à toi. On va passer la parole à Mathieu, et tu vas pouvoir nous apporter ton éclairage depuis le Brisonnec. Oui, je me retrouve pas mal dans ce que tu as dit, même si on n'a pas le même parcours, et j'ai pas fait autant de travail que toi de fond. Donc du coup, j'ai peut-être des petites divergences ou au moins des différences avec ce que tu as sur certains points tout de même. Donc moi j'ai commencé à apprendre le breton il y a une dizaine d'années, et j'ai fait des cours du soir, j'ai fait une formation longue, et comme souvent on tombe sur un problème, c'est que la langue qu'on apprend n'est pas comprise par les gens avec qui on a envie de parler, c'est-à-dire à ce moment-là mes grands-parents. Et dans ma formation, j'ai une chance, c'est de rencontrer Jan Fanch Kemener, avec qui je vais faire un bout de chemin, et avec qui je vais discuter donc en breton, et en fait qui va m'apprendre, qui va me réapprendre, on va dire, qui va me déplier mes oreilles, comme il me l'a dit plusieurs fois, parce que j'avais des mauvais plis dans les oreilles, j'entendais pas bien ce qu'on me disait. Et donc les conversations que j'ai pu avoir avec lui sur le breton et sur l'apprentissage m'a nourri sur des pressentiments que j'avais eus lors de mon apprentissage, et ce que Bertrand Aubry a pu dire ce matin en introduction, je m'y retrouve, c'est-à-dire une forme de standardisation de la langue qui est en fait une imposition bourgeoise, verticale, avec tout un substrat politique derrière, qui finalement a peu de réalité concrète lorsqu'on essaye de parler avec sa famille ou avec ses amis, finalement. Donc, est apparu très vite un problème, enfin deux problèmes pour moi, que j'identifie à ce moment-là. C'est l'apprentissage, c'est comment on apprend cette langue, et puis c'est le niveau de la langue qu'on a, in fine, c'est-à-dire qui fait apprendre cette langue. Et je m'aperçois assez rapidement que le niveau est très bas dans l'ensemble, c'est-à-dire que même des références, des gens qui semblent être des références du breton, n'en sont pas en réalité, ne comprennent pas ce que disent des vieux qui font une partie comment on dit ça, qui causent entre eux, quoi. Puisque j'ai été témoin, ayant été voir des gens qui parlaient entre eux tout naturellement, et d'avoir des références qui étaient là et qui ne comprenaient pas, ou alors quand ils parlaient avec, j'ai pu être présent avec Jan Fanch, et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait réellement, ils répondaient à côté. Donc ça m'a un peu interpellé avec des gens qui parfois ont des places institutionnelles. Donc ça pose la question aussi de ce niveau de langue. Du coup, j'essaye d'avoir une approche dialectique dans mes pratiques, c'est-à-dire que j'essaye de faire nourrir mes pratiques de mes pensées, et mes pensées nourrissent mes pratiques. Et du coup, dans mon intervention, j'essaye d'avoir deux parties, mais en fait, elles sont intimement liées. C'est-à-dire que je vais commencer par mes idées, puis ensuite par mes pratiques. Mais en fait, il n'y en a pas une qui vient avant l'autre. L'une et l'autre se nourrissent intimement. Du coup, pour ce qui va nourrir ma pratique, mes idées, je me dis assez rapidement qu'il faut avoir une réflexion qu'il faut commencer à mettre en place une pédagogie et une didactique qui peut-être remet en question ce qui a été fait jusqu'alors, et ce que moi j'ai eu en cours du soir et en formation longue. Alors je m'appuie là-dessus sur une formation, puisque je suis professeur dans l'éducation nationale. Alors, la pauvreté de
Notre formation n'est pas une surprise, mais on a tout de même peut-être une appétence pour cette pratique. Et donc, du coup, je pense qu'il y a deux choses. Il faut d'abord être conscient de son incompétence. Parfois, il faut dire, voilà, je ne sais pas tout. Et ça fait partie des étapes dans l'apprentissage d'une langue. On commence par, au début, on est incompétent, inconscient. Donc ça, c'est super, la langue, on voit plein de choses. Mais on ne sait pas pourquoi, mais on est incompétent. Ensuite, on devient incompétent, mais conscient. Et c'est là où on s'arrête souvent, et c'est là où on prend des mauvais chemins. On va prendre la facilité. Pour le coup, ici, le standard et le passage par l'écrit. En tout cas, c'est ce que je pense. Et ensuite, vous avez la connaissance consciente et puis la connaissance inconsciente quand vous êtes vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Et voilà. Et donc, c'est donc d'abord d'accepter son ignorance, d'accepter de ne pas tout savoir. Et c'est d'avoir aussi une réelle ambition. C'est-à-dire qu'il y a du boulot et il faut s'y mettre. Et il ne faut pas refuser le fait qu'il y a du boulot et que ce boulot va être difficile. Quand je parle de niveau de maîtrise, il y a le niveau linguistique, mais il y a aussi le niveau culturel qui véhicule en fait la langue. Alors c'est difficile pour le breton, mais je pense que c'est pareil pour le gallo, puisqu'il y a une rupture générationnelle, et donc c'est difficile de faire passer une culture qui apparaît très vieille, en fait, très rapidement très vieille, mais qui, sans cela, fait manquer pas mal de choses. En tout cas, quand on essaye de transmettre cette langue, si on n'a pas le substrat culturel, en fait, on ne comprend pas bien des choses, et surtout, on n'arrive pas à répondre à des bêtas qui nous disent « Oh, mais on ne peut pas tout dire en breton, il faut l'enrichir, il faut trouver des nouveaux mots, etc. » Bon, souvent, ces gens-là n'ont pas fait la recherche de base. Ils ne connaissent pas les mots, en fait, ils ne connaissent pas tout, mais ils refusent le fait de dire qu'ils ne connaissent pas tout. Et donc, du coup, se permettre d'inventer des mots. Mais ça, c'est depuis très longtemps en breton. Un linguiste du début du XXe siècle, on a un dictionnaire qu'on connaît bien, ou alors des groupes de travail qui ont inventé des mots que personne n'utilise, mais qui essayent d'imposer leur façon de dire en breton. Et du coup, qui invisibilise tout un travail très intéressant. Et là, j'aimerais bien mettre en avant le travail de Gure van Lozar, qui a fait un travail depuis des années de faire un dictionnaire à partir de ce qu'il a entendu autour de chez lui. Donc lui, il habitait le Goat, et puis il a été voir dans des communes, et puis il a mis tout ce qu'il entendait, il a répertorié, il a retranscrit tout, et puis il a fait un dictionnaire à partir de ce qu'il entendait réellement. Donc pas de mots inventés. Donc ça fait partie des outils intéressants qui soutiennent un peu ma pratique. Bien sûr, je ne dis pas qu'une langue n'a pas besoin d'être enrichie, mais je rejoins aussi ce qu'a dit Bertrand ce matin, c'est-à-dire il y a un enrichissement conscient, c'est-à-dire il y a du français dans le breton, il y a du breton dans le français, il y a de l'anglais, etc. Je ne vais pas redire ce qui a été très bien dit ce matin. Par contre, le niveau, effectivement, pose question, et ça c'est la question, je ne vais pas m'attarder, mais le DJ Mermat, par exemple, qu'on voit écrit partout, mais qui ne veut pas dire ce qu'il sous-entend en vrai. Et ça, c'est assez... c'est vraiment une question assez... c'est peut-être la première chose qui m'est arrivée, en fait, et je me suis dit, mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Voilà. Alors, ma pratique. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé devant des élèves. Alors, j'ai une double pratique, je suis enseignant donc en bilingue, et puis je suis aussi devant des adultes. Donc je vais séparer ça. Mais à chaque fois, ça a été une relative surprise. En fait, je me suis retrouvé presque par accident. Devant des élèves, je me suis retrouvé 2 jours avant, j'étais à Pontoise, et puis je me suis retrouvé, on m'a dit le vendredi d'être devant des élèves le mardi, en bilingue et en terminale, la géographie, la géopolitique, voilà, donc débrouille-toi avec ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon réflexe a été de parler comme j'ai appris, d'abord. Et comme j'ai appris, c'est pas forcément comme d'où je viens ou que mes parents, mes grands-parents viennent. Moi, je suis né à côté, je suis né en banlieue parisienne. Mes parents viennent du Trégor et d'Italie. Donc en fait, j'ai appris le vanche. Donc en fait, ça vient pas de la terre ou je sais pas d'où. C'est vraiment ce que j'ai appris, ce que j'ai choisi d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaye de transmettre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plaisir quand on parle, il faut qu'il y ait une forme de plaisir, sinon on utilise la langue commune qui nous satisfait aussi. C'est très bien de parler français, si on veut juste simplement se faire comprendre.
Donc c'est intimement lié à la façon que j'ai d'aborder la formation, justement. Du coup, je me suis aussi débarrassé assez rapidement, mais de fait, parce que j'ai été obligé, de certains impératifs, de mauvaises raisons de pourquoi on apprend la langue, parce qu'il y en a, de sauver la langue. Moi, je ne sauve pas la langue bretonne. Je ne suis pas là pour ça. Et donc, mais ça, c'est quelque chose, quand on l'apprend, en fait, on nous transmet un certain nombre d'idées, et ça fait partie des idées. Vous êtes des sauveteurs ou des sauveteuses de la langue. Je pense qu'il faut s'en débarrasser rapidement. Et il y a d'autres mauvaises raisons aussi, dont il faut aussi être conscient. Donc, en clair, quand j'ai abordé la chose, je me suis posé 3-4 questions. Je me suis dit qui je suis, pourquoi je fais ça, pourquoi je me mets une difficulté à enseigner en breton devant des élèves, et ensuite pourquoi j'ai pris des cours du soir à 1 heure de chez moi. C'est pas très cohérent écologiquement parlant, mais voilà. Tout ça, donc j'essaye de me poser la question, d'y répondre avec mes contradictions. Et je pose la question aussi de qui vient, et pourquoi viennent-elles à mes cours. Alors pour les élèves, c'est intéressant, mais ils ont un peu moins le choix que pour les adultes. Donc du coup, je ne vais pas y répondre parce que je n'ai pas le temps à ces questions, ça pourrait prendre du temps. Du coup, avec les élèves, donc je me retrouve avec des élèves de collège et de lycée qui ont une formation en langue bretonne, une formation qui leur donne un niveau pas suffisant en fait, pour vraiment aborder les questions en histoire et en géographie ou en éducation civique. Et du coup, je vais parler donc le vanche ou la forme dialectale si on veut, donc le breton vanche, et je suis aujourd'hui en ce moment en pleine rentrée si vous voulez depuis un mois, et je vais tenir le cap de parler comme je parle, c'est-à-dire je ne sais pas dire en standard, ou je ne sais pas ce que ça veut dire en standard en vrai. Je ne sais pas, il y a des mots que je ne connais pas, il y a des formes que je ne connais pas parce que c'est pas ce que j'ai appris. Et je ne trouve pas ça pertinent. Donc, je vais parler dans ma façon de parler, et je vais avoir des élèves qui vont justement réagir, parfois violemment, parce que ça va être très violent pour eux, mais c'est difficile d'enlever ça du contexte plus général de l'école aujourd'hui, qui est très violente sur autre chose. Mais ici, ma façon d'aborder, c'est de dire que c'est là où est mon cœur de métier, c'est quand ils sont dans cette situation-là. Mon boulot, c'est de trouver les passerelles pour qu'on soit compris. Donc, en cours d'histoire géo, là où il y a beaucoup de vocabulaire, on a parlé de langue de bois ce matin, donc là, nous, on collectionne la langue de bois, et ben, le passage par le breton, je trouve que c'est une façon d'aller aborder justement ces notions. Je ne peux pas dire un mot, je ne peux pas passer par une idée sans expliquer, parce que je suis en breton. Donc, je vais m'accorder des temps d'explication de langue dans mes cours d'histoire géo. Je vais aussi accorder du temps à la culture plus globale, qui va soutenir aussi ma façon de parler. Je vais m'accorder ce temps-là au nom de ma liberté pédagogique, parce que je suis professeur d'histoire-géographie, mais je suis aussi professeur en langue bretonne. Donc je vais aborder ça. Je vais faire donc des points sur tel ou tel mot, pourquoi je les aborde, et on va avoir une discussion avec les élèves, beaucoup de discussions sur pourquoi je dis comme ci, pourquoi je dis comme ça, et je trouve ça très intéressant. Quel résultat? Mitigé, très mitigé, mais c'est mitigé pour toute la filière de la langue bretonne. Est-ce qu'on a des élèves qui parlent breton en terminale après 10 ans ou plus, même 15 ans de pratique de la langue? Bah, la réponse est non. Et le niveau, on a beau faire des enquêtes de niveau avec toujours un satisfait de l'institution, alors ils ne doivent pas passer par les mêmes classes que moi, je ne sais pas. Alors à l'écrit, il n'y a pas de souci. À l'écrit, une maîtrise de la langue écrite assez pauvre, mais une bonne maîtrise. À l'oral, on a des élèves qui ne sont pas capables de tenir une conversation réelle, réellement, je veux dire, pas juste une répétition de quelques phrases. Mais dans la vie de tous les jours, c'est assez difficile. C'est mitigé parce qu'il y a quand même quelque chose qui en reste, c'est que quand je les revois des années plus tard, on va rediscuter en breton, et qu'en fait, ils vont me reparler, certains d'entre elles vont en reparler, et qui vont me dire, voilà, on a eu une approche avec vous de quelque chose qui nous a ouvert sur autre chose dans la langue bretonne, et finalement, c'est pas si mal que ça. Je passe assez rapidement. Au niveau des adultes,
Là, c'est plus facile parce qu'ils partent de rien. Je prends toujours le niveau 0 ou le niveau 1. Je pars de ma façon de parler. Alors là, c'est par rapport à ce que tu disais, est-ce que je leur enseigne un standard ou est-ce que je leur enseigne d'où ils parlent? Je fais mes cours à Rochetrun et du coup, je fais le breton. En fait, moi, je fais le breton du Pays Venche, donc c'est juste à côté, donc il y a des petites différences. Alors on va s'amuser sur ces différences-là, mais en fait, je ne vais pas faire semblant de dire comment ils disent des choses parce qu'il y a des fois, je le sais, donc tu viens de quelle commune? Ah tiens, ça j'ai entendu, je sais que ça se dit comme ça, mais moi, je ne vais pas te le dire comme ça parce que ça marcherait pas. Et du coup, pour l'écrit, moi j'ai fait le choix de que l'écrit, c'est pas comme ça qu'on apprend une langue, on l'apprend en parlant, enfin en écoutant et en parlant. Donc en fait, je n'utilise pas l'écrit dans mes cours, c'est simplement de l'oral. Et à la fin du cours, ils ont des enregistrements de points qu'on a vus. Donc tout se fait à l'oral. Je leur demande pas d'écrire, je n'écrirai jamais mes cours. Je leur donnerai jamais de traces écrites, ça sera tout à l'oral et on va passer du temps et moi je vais les embêter sur la prononciation, sur l'ouverture des voyelles, sur l'accentuation et pas sur l'accent, ça on peut y revenir. Parce qu'en breton, très rapidement, vous avez des problèmes avec l'écriture utilisée pour l'apprenant. Je ne dis pas pour autre chose, c'est une écriture, c'est un code, pourquoi pas. Pour l'apprenant, c'est pas bon du tout. Confère la façon de dire aujourd'hui en breton, hein, H-I-Z-I-V, qui peut se dire iri, hudu, irie, hidiv, hisif. Enfin, voilà, donc en fait, selon où on est, c'est peut-être le mot où il y a le plus de façons différentes de le dire. Et comment dire, donc l'apprendre à l'écrit ne sert à rien et même est un frein. Justement, au début, on commence par se faire les oreilles, ensuite on se fait la langue et après, ils iront à l'écrit s'ils veulent par eux-mêmes, pour l'instant, puisque je n'ai que 3 ans d'expérience, donc pour l'instant, ils iront à l'écrit par eux-mêmes. Et il n'y a pas de souci parce qu'ils sont tous alphabétisés. Et c'est là peut-être le petit truc qu'on peut me reprocher, c'est je pars du principe qu'ils sont alphabétisés, mais je pense aussi qu'on pourrait faire aussi avec des analphabètes la même manière. Mais bon, j'ai pas essayé, donc je ne vais pas m'avancer. Très rapidement, mes cours se composent souvent d'écoute, de répétition, de points, mais à l'oral, et beaucoup de chants. Pour justement, bien que le breton des chants ou des chansons, des comptines, des rimadelles, etc. ce n'est pas exactement le breton parlé, ça me permet d'aborder forcément la façon de parler. Voilà, je vais passer sur la fin. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que pour moi, c'est pertinent en fait de passer par cette façon de faire parce que c'est la seule manière d'accéder à une forme de richesse de la langue, à une profondeur en fait, on va dire. La première richesse, on peut y accéder avec le standard. La deuxième, la troisième et la centième de porte qu'il y a derrière, la profondeur de notre littérature orale n'est pas accessible avec le standard. On ne comprend pas Yvan de Gamus, on ne comprend pas Madame Bertrand, on ne comprend pas Albert Bolloré, Eugène Grenelle, on ne comprend pas les conteurs, on ne comprend pas avec le standard. C'est impossible et on ne comprend pas ce qu'on est en train de nous raconter. Ce soir, vous allez avoir des chanteuses et des chanteurs sur la scène. C'est intéressant de savoir s'il y a des gens dans la salle qui vont comprendre ce que vont dire les chanteurs et les chanteuses. Alors certes, ce n'est pas le même breton, mais quand même, ça pose question sur ce qui est enseigné. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Alors vraiment, merci à l'un et à l'autre de nous avoir partagé vos expériences, vos doutes, vos remises en question aussi. On a entendu les points communs, notamment d'aller-retour entre le terrain, la pratique, et puis les pensées, la théorie. Des cours aussi qui s'appuient beaucoup sur l'oral. Et des questionnements sur aussi le rôle ou ce que ça change en fonction de qui sont les apprenants et les apprenantes. Alors vraiment, merci à vous deux. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Et elles seront les bienvenues. Oui. Déjà, merci beaucoup, c'était super. Je fais un parallèle avec les questions que je me pose aujourd'hui sur la langue et sur à quel endroit on a du poids dans le temps qu'on passe autour de ces questions-là. Pour partager, moi je me demande si je dois vraiment aller plus loin dans ma capacité à le parler ou est-ce que je dois passer plus de temps à visibiliser ce qui est caché chez les personnes qui en ont encore plein en eux mais qui s'en rendent pas compte. Donc en allant
voir les anciens, les anciennes, et puis qu'ils en parlent à leurs enfants, que ah bah tiens, hier, elle est venue, puis on a parlé de ça, puis du coup, toi aussi, tu connais ce mot-là. Enfin, je me pose vraiment des questions de à quel endroit on a le plus d'impact, en fait, dans rendre visible ce qu'il y a encore de la langue. Et la chose sur laquelle je voulais te questionner, Matlav, c'est sur ce que tu as pu dire sur... ça doit être dur quand même pour les élèves de recevoir ces différentes formes de langue, et je trouve que ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin sur les enfants qui ne sont pas capables d'entendre les différentes formes. Pour le coup, moi, d'entendre les différentes formes en cours, c'est des choses qui m'amènent davantage de compréhension et qui me permettent de me dire « Ah oui, bah, ok, là-haut, ils disent comme ça, bah, c'est marrant, c'est comme tel mot dont on a parlé hier, où ils disaient aussi comme ça. » Du coup, ça te fait faire des liens, des compréhensions grammaticales, et je trouve qu'au contraire, ça accroche et ça fait mieux retenir d'avoir les différentes formes. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout un truc que j'ai perçu comme complexe. Et donc, j'ai envie de dire attention en tant que prof à ce qu'on se fait de l'imaginaire de ce que ça peut faire aux personnes qui reçoivent. L'intéressant, c'est plutôt de savoir comment toi, ça rend le truc complexe à enseigner. Et pour le coup, moi, ça m'a pas du tout amené de complexité d'avoir les différentes formes. Donc, qu'est-ce que toi, ça te fait qu'est-ce qui est dur pour un enseignant, peut-être ou pas, pour proposer les différentes formules qui existent? Déjà, merci pour ton retour. En fait, c'est vrai qu'à l'expérience d'enseignement, on voit plein de profils différents d'étudiants, d'élèves. On voit certains qui ont, justement, je te disais, besoin, ils arrivent avec une question, ils veulent une réponse, et ils veulent quelque chose de simple, quasiment clé en main. Et je me suis rendu compte que des fois, je pouvais perdre certains étudiants ou certaines étudiantes comme ça. Mais également, je me rends compte, par rapport à ce que moi j'ai envie de transmettre comme forme du galop, je me rends compte que lorsque les gens sont impliqués dans leur manière de faire, c'est souvent, moi je trouve ça hyper gratifiant, parce que justement je vois ce truc prendre vie. Mais je vois bien que pour les étudiants, souvent ça leur demande à connaître plus que leur simple forme. C'est-à-dire que ça leur demande d'avoir une connaissance générale de comment fonctionnent les langues, j'ai envie de dire, de comment fonctionne et comment on va dire ailleurs, etc., pour savoir que, oui, on parlait d'écriture, par exemple, le bieux, c'est vrai, c'est une question qu'on voit dans certains... Des fois, tu peux avoir des gens qui connaissent très très bien le galop, mais ils vont connaître que le galop de leur coin. Et dès que tu vas parler un galop qui va être un peu différent, ça va être, c'est pas ça le galop. Mais en fait, ils ont une très très bonne connaissance, mais que du galop de leur coin. Et c'est ça qui n'est pas évident des fois en tant qu'enseignant, c'est que ça te demande vraiment d'avoir une connaissance assez générale du galop. Et je dis ça parce que, alors, par exemple, quelqu'un qui va écrire tout le temps, qui va dire du bieux pour dire du bleu, alors moi je dis du bleu, qui va dire la pied pour dire la plaie, alors que d'autres vont dire la plaie, et bien quand il voit deux ailes, il ne comprend pas pourquoi. Donc ça lui demande de savoir qu'ailleurs, on peut dire ça autrement. Donc c'est là que, peut-être que je me fais des films, mais je me dis que pour les élèves, ça leur demande pas de connaître uniquement leur forme, mais d'avoir une connaissance. Alors je ne leur demande pas de connaître toutes les formes, pas du tout, mais de savoir que ça peut exister, d'être conscient de ça. Donc j'ai l'impression que ça demande un peu plus de travail que d'apprendre une langue qui serait standardisée. Mais en toute façon, c'est ce que je défends, donc je ne ferai pas autrement. Oui, j'avais deux questions à destination de Mathieu. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut privilégier l'oral pour l'apprentissage de la langue, de n'importe quelle langue d'ailleurs, c'est valable pour toutes. Et c'est vrai que l'orthographe, c'est un code comme tu l'as dit, il a ses défauts et souvent c'est pas une aide pour apprendre une bonne prononciation. Et d'ailleurs, certains centres de formation pour adultes ont fait évoluer leur pédagogie. Je crois qu'actuellement à Skolon Emzao, on commence par 3 semaines sans un seul écrit. Donc on va plutôt dans cette bonne direction. Sur le niveau général des élèves, est-ce que tu ne penses pas, je vais pas te tutoyer, mais est-ce que tu ne penses pas que dans une situation de diglossie qu'on connaît, c'est-à-dire que la langue hors de l'école, la langue de l'environnement, c'est évidemment massivement le français, est-ce que tu ne penses pas que une des clés pour élever le niveau, c'est quand même l'immersion? Est-ce que le niveau à Diwan n'est pas meilleur que dans l'école publique? La loi Molac, normalement, prévoit que c'est possible maintenant de faire l'immersion dans le public, mais on en est loin.
Donc c'est une première question. Et puis sur la difficulté, moi j'ai appris le breton standard aussi en formation longue à Rennes. J'ai été confronté à des choses que tu décris. Moi je suis parti après ma formation, la fleur au fusil, je parlais breton à tous les britophones de naissance. Et effectivement, parfois j'étais pas compris, ou parfois on me répondait en français, ce qui est un peu vexant, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, je pense que ça vient aussi du fait que le breton n'est pas enseigné. Que les Bretons natifs n'ont pas eu un enseignement en breton. Ils ont juste eu une transmission familiale qui est riche, qui est colorée, qui est dialectale. Mais s'ils avaient eu un enseignement de leur langue et qu'ils savaient lire et l'écrire, parce que pour beaucoup ce n'est pas le cas, la situation serait différente. J'ai été justement confronté au problème à Rostronin. J'étais invité à une fête du cercle celtique, donc il y avait beaucoup encore de personnes britophones, et celle avec qui j'ai pu le plus échanger, je venais d'apprendre le breton, je sortais de ma formation de 6 mois, c'était une personne âgée qui savait lire et écrire. Donc je pouvais lui demander de parler plus lentement, voilà, on a pu échanger. Et à mon avis, la difficulté vient quand même de là aussi. Alors, sur quelle pédagogie est la meilleure? Est-ce que les élèves de Diwan parlent plus breton après Diwan? Est-ce qu'entre eux, ils parlent breton? Ça, c'est une question qu'on peut se poser pour en connaître un certain nombre. Ça passe d'un l'un à l'autre, mais c'est plutôt le français, la langue commune. Et il y a d'autres pays sur lesquels on pourrait s'appuyer, où il y a de l'immersion aussi, et finalement, on s'aperçoit que c'est une langue d'école. Ça arrive une langue d'école, vous l'avez bien dit. Tu l'as bien dit, pardon. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, à l'école, c'est ce qui manque aussi, c'est qu'on n'arrive pas à se prendre ça en charge en tant que professeur. On n'arrive pas à mettre le mot, c'est une langue d'école, et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur nos revendications? Est-ce qu'on veut du bilinguisme? Est-ce qu'on veut de l'optionnel? Parce que l'optionnel, c'est on touche plus de monde, mais on ne fait pas des locuteurs avec un niveau satisfaisant, mais on touche plus de monde. Est-ce qu'on fait les deux? Pourquoi, comment? Etc. Tout ça, ça pose des questions autres que simplement la pédagogie mise en place. Pour le deuxième truc sur l'attitude des Bretonnants, on parle une langue qui est en train de mourir tout doucement. Lentement, sûrement, elle meurt. Elle meurt au pluriel, d'accord? C'est dur de dire ça puisqu'on en parle, mais c'est ce qu'on voit concrètement. Les gens à qui on va parler, en fait, ils ont fait cette rupture pour des raisons, et on ne va pas y revenir là-dessus, pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Donc en fait, quelle est notre attitude face à ça? Et c'est là où, effectivement, la formation pour adultes doit aborder vraiment comme une centralité. C'est bien de faire 3 semaines sans oral, mais il faut aussi parler de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que parler breton aujourd'hui à des Bretonnants. Quelle est la violence de venir et de dire, je ne vais pas le dire, des mots qui n'ont rien à voir, mais qui vont encore leur mettre en pleine face qu'ils parlent du Breznek Botokwet. Ça, c'est pas possible. Et il y a ça. Et après, il y a des gens qui sont bêtes, qui sont cons en breton, en français. Hein, d'accord. Il y a des gens qui vous parleront jamais de quoi que ce soit. Mais par contre, c'est notre attitude face à ça. Et là, je reviens sur ce que tu as dit. C'est nous, en tant que formateurs, et on a un besoin de formation, évident, mais c'est enseigner la plasticité de la langue. Enseigner cette diversité de la langue comme point central. On part de là. Et on voit après la suite. Après, on veut devenir universitaire, on fait plein d'autres trucs. Mais le premier point central, quand on apprend la langue, on apprend une langue riche, donc on apprend une langue diverse. Et la plasticité, ça amène des conséquences sur notre pédagogie. C'est pas pour rien qu'on fait de l'oral, c'est pas pour faire juste de l'oral. C'est parce que par l'oral, ça va être dur, parce qu'en face, nous, on est dans une culture lettrée. Et donc, en fait, on va attendre. Moi, j'ai toujours des gens qui me disent, mais comment on écrit ça? Écris comme tu veux. Et ça, à chaque fois, c'est une petite violence. Mais il faut tenir le cap sur cela pour justement défendre une langue diverse, celle qu'on défend, je pense, tous les deux.